Et ce matin, donc, l'actualité dessine un paysage clair, un monde où la puissance s'exerce par la contrainte et de moins en moins par la coopération. Des tensions militaires, Washington-Téhéran aux accords commerciaux imposés à New Delhi en passant par les dépendances européennes critiques et les signaux ambigus de l'industrie US, un constat s'impose. L'économie est devenue un champ de bataille stratégique. Derrière chaque chiffre, chaque deal, chaque indice, un rapport de force, négociation sous la menace des porte-avions, droits de douane comme arme géopolitique, transition énergétique européenne freinée par des dépendances massives et même les bons chiffres conjoncturels qui masquent des fragilités structurelles. Il ne s'agit plus seulement de croissance, de commerce ou de climat, mais de souveraineté, de sécurité et de pouvoir. Et c'est cette grille économique, géopolitique, critique que nous utilisons ce matin pour décrypter ces actualités au-delà des annonces et comprendre ce qu'elles révèlent vraiment de l'état du monde. Un ultimatum, des porte-avions, puis soudain une table de négociation. Entre Washington et Téhéran, la diplomatie avance désormais sous la menace explicite de la guerre. Alors que des pourparlers pourraient s'ouvrir à Istanbul, la séquence révèle avant tout une stratégie de contrainte maximale. D'un côté, les États-Unis maintiennent une pression militaire élevée à travers des déploiements navals et une rhétorique volontairement agressive. De l'autre, ils laissent filtrer l'idée d'une issue diplomatique, mais dans un cadre extrêmement restrictif. Autrement dit, la négociation n'est pas une alternative à la force, elle en est le prolongement. Et dans ce contexte, l'Iran se dit prête à discuter, mais uniquement sur un objectif circonscrit, empêcher l'accès à l'arme nucléaire. En revanche, les exigences américaines vont bien au-delà. Arrêt de l'enrichissement sur le sol iranien, limitation du programme balistique, rupture avec les groupes régionaux alliés. Ces demandes ne visent pas un accord technique, mais une transformation en profondeur de l'architecture sécuritaire du régime. Or, politiquement, ce scénario est explosif pour Téhéran. Le pouvoir fait face à une société profondément fracturée, minée par une inflation proche de 40%, par l'effondrement du rial et une répression meurtrière des manifestations. Dans ces conditions, toute concession majeure serait perçue comme un aveu de faiblesse, voire comme une menace existentielle. Et c'est précisément pourquoi la médiation turque soutenue par le Qatar et l'Égypte prend une importance croissante. Les puissances régionales cherchent moins à résoudre le contentieux qu'à éviter un embrasement incontrôlable. D'ailleurs, les États du Golfe ont déjà exclu toute participation logistique à une éventuelle frappe américaine. En définitive, ces discussions ne signalent pas un retour à la logique de l'accord de 2015. Elles traduisent au contraire une diplomatie coercitive où la dissuasion prime sur la confiance. Ici, la paix n'est pas un projet commun, c'est un risque systémique que chacun tente, tant bien que mal, de contenir. Ce matin, l'annonce d'un accord commercial entre Washington et New Delhi illustre une nouvelle fois la façon dont Donald Trump transforme l'arme douanière en instrument de diplomatie énergétique. Derrière la décision de ramener les droits de douane sur les produits indiens de 25 à 18%, il ne s'agit pas seulement de commerce. L'objectif est clairement géopolitique, c'est-à-dire frapper indirectement la Russie en poussant l'Inde à renoncer à ses achats de pétrole russe à prix cassé. L'équation est limpide, un allègement tarifaire immédiat contre un réalignement stratégique. En acceptant de se détourner de Moscou et de s'engager à acheter davantage de brut américain, voire vénézuélien, New Delhi oublie un traitement douanier désormais comparable à celui de l'Union européenne ou du Japon. Côté américain, l'enjeu est double, réduire les revenus pétroliers qui alimentent l'effort de guerre russe et repositionner les États-Unis comme un fournisseur énergétique incontournable. Mais cet accord n'est pas neutre politiquement pour l'Inde. La promesse de réduire, voire d'annuler certaines barrières tarifaires sur les produits américains se heurte à une économie historiquement protectionniste et des secteurs sociaux ultra sensibles, à commencer par l'agriculture. Et plus largement, cet épisode confirme une tendance lourde du Trumpisme économique. Les droits de douane ne sont plus un outil de régulation commerciale, mais un levier de pression stratégique où commerce, énergie et géopolitique se confondent dans une logique de rapport de force assumé. Reste une question centrale. Cette diplomatie transactionnelle, peut-elle réellement produire des alliances durables ou ne fait-elle qu'accélérer à l'inverse
la volonté de puissances comme l'Inde de multiplier leurs options en se rapprochant de l'Union européenne et de grands accords de libre-échange régionaux au même moment où New Delhi vient de sceller avec Bruxelles un accord présenté comme l'accord de tous les accords ouvrant largement son marché aux exportateurs européens. Le constat de la Cour des comptes européenne est sans appel. La dépendance de l'Union européenne aux minéraux critiques reste massive et structurelle au point de rendre hors d'atteinte les objectifs industriels et énergétiques fixés pour 2030. Et derrière les discours sur la souveraineté, l'Union européenne demeure prisonnière d'une chaîne d'approvisionnement dominée par la Chine et dans une moindre mesure par d'autres pays du Sud. Sur le plan technique, le problème est triple. Extraction insuffisante, capacité de raffinage quasi inexistante et recyclage marginal. Même lorsqu'un gisement est identifié en Europe, les détails, jusqu'à 20 ans pour ouvrir une mine, les délais, pardon, jusqu'à 20 ans pour ouvrir une mine rendent toute contribution significative à court terme irréaliste. Autrement dit, la transition énergétique européenne repose sur des matériaux qu'elle ne maîtrise ni en amont ni en aval. Les chiffres sont parlants. 97% du magnésium, 71% du gallium, près de 3/4 de certaines terres rares stratégiques proviennent de Chine. Or, ces matériaux sont indispensables aux éoliennes, batteries, semi-conducteurs et équipements militaires. Sans eux, pas de transition verte, pas de compétitivité industrielle et encore moins d'autonomie stratégique. La critique est donc frontale. L'Europe a fixé des objectifs climatiques et industriels ambitieux sans bâtir la base matérielle correspondante. Les partenariats de diversification annoncés n'ont, à ce stade, produit aucun effet tangible. Parfois même, ils ont produit l'inverse. Ce rapport met donc en lumière une contradiction centrale, vouloir une politique industrielle souveraine sans accepter les coûts politiques, environnementaux et financiers de l'extraction. Tant que ce verrou ne sera pas levé, l'UE restera dépendante et vulnérable dans la nouvelle géopolitique des matières premières. Le chiffre est spectaculaire. L'indice ISM manufacturier américain a bondi à 52,6 points en janvier, repassant au-dessus du seuil d'expansion, et ce pour la première fois en un an. Sur le plan technique, cela signifie que l'activité industrielle s'accélère et contribue de nouveau positivement au cycle économique. Historiquement, je vous le rappelle, un ISM supérieur à 50 traduit une expansion du secteur et au-delà de 47,5, un soutien à la croissance globale. Mais derrière le chiffre brut, la dynamique mérite d'être décortiquée, puisque la hausse repose principalement sur les nouvelles commandes et la production, avec des carnets au plus haut depuis 2022. Or, ce rebond est en partie artificiel. Janvier est un mois de réassort post-fête et plusieurs entreprises indiquent avoir avancé leurs achats pour se prémunir de hausses de prix liées aux droits de douane et aux tensions commerciales. Autrement dit, la demande future est peut-être en train d'être consommée par anticipation. Ce biais est essentiel à intégrer car il peut mécaniquement affaiblir l'activité dans les mois suivants. Autre point critique, l'emploi industriel reste en contraction. Les entreprises américaines produisent davantage, mais sans embaucher, signe qu'elles privilégient l'utilisation de capacités existantes plutôt qu'un pari durable sur la demande. Ce PMI ne marque donc pas un véritable retournement de cycle, mais un rebond tactique. Le risque est donc clair, confondre un sursaut statistique avec une reprise structurelle alors que l'industrie américaine reste dépendante d'un environnement commercial et tarifaire hautement instable. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui, et c'est AMD qui sera à la fête côté microéconomie puisque le groupe va publier ses résultats trimestriels aujourd'hui avant Alphabet demain et Amazon après-demain. Côté macroéconomie, c'est du côté des grands argentiers qu'il faudra se tourner puisqu'on sera attentif au discours de Bowen, membre du FOMC, et au discours de Balst du côté allemand. Enfin, c'est l'emploi américain qui sera surveillé de très près avec la publication des nouvelles offres d'emploi pour le mois de décembre, le fameux rapport Jolts. On poursuit avec ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète et en Europe. Les marchés actions ont entamé février sur une note positive, mais sans véritable enthousiasme. Sur le plan macroéconomique, les indicateurs européens apportent un soutien bienvenu. En France, le PMI manufacturier a atteint un plus haut de 43 mois à 51,2 points, confirmant ainsi
Une accélération de l'activité, mais une dynamique au Royaume-Uni où l'indice a grimpé à 51,8 points, signalant une reprise progressive après une fin d'année hésitante. Les investisseurs attendent désormais la BCE, dont la réunion d'après-demain, de jeudi, pourrait donner le ton pour les prochaines semaines. Dans ce contexte, à Paris, le CAC 40 a gagné 0,67% à 8181 points. À Francfort, le DAX a avancé de 1% et à Londres, le FTSE s'est octroyé 1,15%. La bourse de New York a terminé en hausse hier, portée par les fabricants de puces et les entreprises liées à l'intelligence artificielle, tandis que les petites capitalisations ont surperformé. Le Dow Jones a gagné 1,05%, le S&P 500 0,54% et le Nasdaq 0,56%. Le Russell 2000 a progressé de 1,02%, reflétant la confiance des investisseurs dans l'économie américaine. Cette progression intervient, je vous le rappelle, parallèlement à la première croissance manufacturière depuis un an et à la perspective de pourparlers diplomatiques avec l'Iran, apaisant temporairement les craintes sur l'énergie et les marchés. Néanmoins, notez que les fondamentaux restent fragiles, l'emploi industriel stagne et la volatilité demeure élevée, rappelant que ce rebond pourrait être davantage tactique que structurel. Enfin, les cours du pétrole ont reculé hier, le Brent perdant 4,36% à 66,30$ et le WTI 4,71% à 62,14$. La perspective de pourparlers sur le nucléaire iranien a réduit la prime de risque géopolitique après le déploiement américain dans le Golfe. Pourtant, la volatilité reste forte. L'OPEP maintient sa production et les experts préviennent que seule une avancée diplomatique réelle pourra stabiliser durablement le marché. Les négociations sur l'Ukraine et les tensions régionales continueront d'influencer sur les prix. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 3 février. Juste après, comme convenu, nous retrouverons les échos de Wall Street de Ludovic Bercola. Tout de suite sur TF1.